ma première règle, ce que je dis toujours aux podcasteurs, c'est partez de votre cible, ce qu'on appelle chez Ocha un persona auditeur. Et c'est ça aussi qui fait qu'un podcast ça fonctionne, c'est effectivement le concept, mais c'est aussi la régularité. Chez Ocha, on a tendance à dire qu'il y a 4 leviers de découvrabilité. La vidéo, c'est un vrai sujet. Monétiser son podcast, c'est quand même extrêmement compliqué encore aujourd'hui en France. Il y a très peu de gens, vraiment, je pense que ça peut se compter sur les doigts d'une main, de podcasteurs qui gagnent leur vie grâce au podcast. Il faut se lancer sans attendre d'être parfait. Je pense que c'est aussi quelque chose parfois qui bloque beaucoup les gens. Moi la première, clairement. Mais voilà, le podcast c'est quelque chose de très perfectionnable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série. Aujourd'hui, un thème génial pour vous les solopreneurs. Comment booster votre solo business grâce au podcast? Alors moi, le podcast, je lui dis merci parce que c'est quand même la bonne idée que j'ai eue il y a 4 ans. J'avais une intuition, mais je savais pas trop encore où ça allait m'emmener. Et aujourd'hui, si j'en suis à un solo business de 300 000 € en solo, c'est grâce au podcast. Donc là, j'accueille une invitée du top pour vous donner tous les conseils, les derniers conseils en plus, j'ai envie de dire modernes, avec les derniers outils pour créer un podcast qui renforce votre solo business, qui vous aide à gagner de l'argent, à bien vivre confortablement votre indépendance. Donc vous allez voir, ça va être un épisode génial. Écoutez bien jusqu'au bout tous les conseils d'Emma Potier, ma nouvelle membre du board que j'accueille à mon micro cette semaine. Emma, tu es responsable du brand content chez Ocha, mon hébergeur de podcast, donc en plus bien placé pour nous donner toutes les tendances, tous les outils et tous les tips pour faire un podcast performant. Salut Emma, bienvenue au board. Salut Flavie, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie. Eh ben écoute, moi aussi, et en plus je suis contente qu'on associe podcast et performance business, parce que ce que j'entends trop souvent, c'est des podcasteurs qui gagnent pas d'argent, ou alors des gens qui passent des heures à faire un podcast qui sert à rien pour leur business. Donc là aujourd'hui, on va essayer d'aligner nos piliers, comme j'ai souvent l'habitude de le dire un peu dans mon modèle solopreneur, et faire en sorte que ce média podcast vous rapporte du business. Alors, d'après toi et moi, on commence par quoi pour faire de son podcast un asset, un actif stratégique de son solo business? Waouh, alors c'est tellement vaste. On commence par trouver un concept, je dirais, et par trouver un concept qui fonctionne pour son business et pour ça, alors il y a plusieurs petites règles. La première, c'est toujours de partir de son audience, de sa cible. Quand on est un business, on a forcément une cible, on a envie de on a des offres, donc du coup voilà, on a des consommateurs à aller chercher et donc ma première règle, ce que je dis toujours aux podcasteurs, c'est partez de votre cible, ce qu'on appelle chez Ocha un persona auditeur. C'est comme un Sims en fait, vraiment vous imaginez son âge, son nom, sa profession, où est-ce qu'il habite, qu'est-ce qu'il fait de ses journées, qu'est-ce qu'il fait de ses week-ends, est-ce que cette personne-là consomme beaucoup les podcasts déjà, est-ce que cette personne consomme beaucoup YouTube, les réseaux sociaux, etc. Voilà, on essaie vraiment de créer un avatar, un persona type. Et ensuite, on va essayer d'aller le chercher, donc avec un concept fort, avec aussi tout un plan de communication et un plan de marketing autour de son podcast. Et alors, quand on parle je fais une petite pause sur le persona parce que en fait, c'est fondamental et je trouve ça hyper bien que t'en parles. Parce que souvent les podcasteurs, vous partez un peu trop de vous, quoi. Genre, j'ai envie de raconter ça, mais c'est bien de partir de son persona. Et moi, je vais vous donner un exemple très bateau. C'est que quand j'ai créé les mini-séries du board, c'est là que le board a vraiment décollé. Et pourquoi? Parce qu'après, a posteriori, j'ai eu des feedbacks du style: quand je vais déposer ma fille à la crèche, j'écoute un épisode ou 2 épisodes. Et là, je me suis dit, bingo. En fait, moi, dans mes personas, il y a le solopreneur parent un peu pressé dans sa vie quotidienne. Il a pas 3 heures devant lui ou elle pour écouter Génération Do It Yourself. Donc, le côté fractionné des mini-séries était hyper bien. Donc, je suis d'accord avec toi que ça influence, le persona influence énormément le concept, et penser à lui vous évitera de faire comme moi 1 an et demi de podcast dans le vent avec un mauvais concept avant de trouver le bon concept. Voilà, parenthèse refermée, mais je vous ai dit, moi, dans le board, j'aime bien raconter aussi mes j'allais dire ma vulnérabilité, mes échecs, on peut le dire, Emma, et comme c'est vrai que moi j'ai 4 ans de podcasting dans les pattes, je vais essayer aussi de contribuer avec ma modeste expérience. Et je te rejoins, et en même temps, il y a aussi ce truc alors, faut partir de son audience, et de ça, c'est évident, et en même temps, je pense que tu me dis si je me trompe, mais quand t'as lancé ton podcast, ça partait aussi, toi, d'un besoin. Tu vois,
peut-être. Et donc il y a peut-être tu vois, un curseur à trouver entre toi, en fait, on est souvent notre propre audience. Tu vois, par exemple, moi, j'ai lancé Tips, qui est donc un podcast qui parle de podcast marketing, de comment on peut faire pour faire grossir son podcast. Mais en fait, moi, de créer ces épisodes-là, ça m'aide avec mon propre podcast. Tu vois, c'est un peu mon laboratoire. Oui, et puis t'as raison de dire qu'il faut s'y retrouver, il faut faire un concept dans lequel vous êtes heureux. Ouais. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à faire les mini-séries, c'est ultra fun parce que je mets de la musique, je mets des défis. En fait, je m'amuse beaucoup plus que dans une interview plan-plan. Et en fait, ouais, carrément, j'avais trouvé l'idée en regardant Netflix, donc j'avais aussi un peu une intuition, tu vois, que j'ai un peu posée par là. Et surtout, oubliez pas que voilà, tout ça c'est flex. Vous pouvez vous lancer avec un concept A et ensuite faire un concept A' ou un concept B, changer un petit peu. Alors, je vais pas te couper dans le concept, mais est-ce que toi, tu vois, je sais pas moi, des concepts qui marchent mieux que d'autres aussi grâce à la data, aux podcasts qui marchent en ce moment, qui ont la cote en ce moment, qu'est-ce que tu nous conseillerais? Ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, il existe autant de podcasts que de podcasteurs. Et donc, il n'y a pas forcément de recette magique avec un podcast, avec un concept qui va forcément mieux marcher qu'un autre. En fait, un podcast, pour que ça fonctionne, il faut donc, on l'a dit, partir de son audience, mais il faut aussi que ce soit régulier, parce qu'en fait, si vous publiez un épisode un peu par-ci par-là, c'est-à-dire une fois tous les 2 mois, puis en fait après vous avez plus de temps, donc du coup vous le faites le prochain est publié 6 mois après, et qu'il n'y a pas vraiment de rythme, ça va vous faire en fait complètement, ça va vous invisibiliser en fait sur les plateformes d'écoute. Et vous allez en plus être complètement oublié par votre audience. Donc voilà, c'est ça aussi qui fait qu'un podcast ça fonctionne. C'est effectivement le concept, mais c'est aussi la régularité. Donc je dirais par exemple que même si j'ai pas un concept en tête qui fonctionne mieux que les autres, un concept dans lequel vous allez être efficace et en fait qui va pas forcément vous prendre énormément de temps, parce que en tant que solopreneur vous avez énormément de choses à faire, peut-être que de partir avec un concept assez simple comme des interviews, ça va vous permettre justement d'avoir cette régularité et de pas vous lasser à un moment donné, tu vois. Je pense que ça peut être une bonne idée. Dans les podcasts que moi dans les formats que j'ai dans mes radars en ce moment, donc il y a l'interview pour le solopreneur, toujours classique mais efficace, surtout pour faire du business plus que pour faire des écoutes, parce qu'en fait, si vous rencontrez votre client cible grâce aux interviews, ça vous fait des démos de vente gratos, quoi. Enfin, carrément, c'est une très bonne idée. Donc ça, c'est mieux pour la vente que pour les écoutes, parce que par contre, le format interview, on commence à en avoir un peu marre, j'ai l'impression, d'un point de vue auditeur. Et à moins que ça soit rigolo, en mangeant du piment ou en faisant des mini-séries. Enfin, tu vois, il y a plein de façons de faire des interviews. Et un autre format que j'ai dans mon radar, c'est le solocast, parce que on est plusieurs à en faire. Moi, j'en ai toujours fait un petit peu en parallèle. Moi, ça m'aidait à avoir une ligne édito plus réactive, parce que le problème des interviews, c'est qu'il faut les programmer. Et du coup, bon courage pour certains moments un peu dans le rush. Si vous avez des invités en plus qui sont pas dispo, le solocast, vous pouvez le faire, c'est plus facile à produire. Soit vous scriptez, soit vous y allez en impro. Et il y a plein de solocasts un peu impro qui marchent bien. Je pense à Théo Lyon, des trucs comme ça que moi j'écoute. Et en fait, c'est uncut en plus. Donc c'est aussi un format peut-être plus brut. Bon, alors après, attention, voilà, faut que ça convienne aussi à votre persona auditeur. Si vous faites un truc hyper léché pour le corporate, je vous conseillerais pas forcément le uncut dans votre salon à 23h en mode vous êtes en train de boire de l'eau et de raconter je sais pas quoi. Donc le côté roue libre, ça nécessite quand même aussi d'avoir de préparer, confiance dans son contenu derrière. Ouais, c'est sûr. Je suis complètement d'accord, et t'as raison de dire aussi que c'est très facile à produire. C'est vrai que moi j'appuie beaucoup sur ce truc de attention à la production derrière, parce que vraiment c'est ce qui peut décourager. Après il y en a qui adorent faire du montage et tant mieux pour eux. Moi je sais que c'est vraiment la chose qui me pèse dans le podcast, donc j'essaye justement de privilégier interview, il n'y a pas besoin de beaucoup de montage, parce que souvent on veut du contenu authentique. Et solocast, je suis carrément d'accord, c'est vous pouvez presque monter au moment où vous êtes en train d'enregistrer votre podcast. C'est ce que je fais du coup avec Tips, et effectivement ça me prend beaucoup moins de temps. Donc et en plus souvent c'est des formats plus courts, donc ça peut aussi être hyper intéressant.
pour se lancer, pensez série aussi. Et là, je vais peut-être citer 34 éléments, le podcast de Pierre Gobil sur l'entrepreneuriat. C'est 34 capsules, en fait. Donc, c'est une série qui se consomme, tu vois, c'est une mini-série où il y a qu'une saison, voilà. Et donc, c'est pas mal pour asseoir une expertise aussi si vous doutez de est-ce que je vais continuer mon podcast jusqu'au bout. On va dire, c'est le podcast version limitée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme défi pour se lancer sur cette partie concept, trouver le bon concept de podcast? Je dirais de trouver un concept qui, alors c'est là toute la difficulté, hein, c'est de trouver un concept qui va mettre en avant votre expertise, mais sans pour autant mettre en front row, en premier plan votre marque et vos offres. C'est là vraiment toute la difficulté d'un podcast de marque, parce que c'est un podcast de marque, hein, un podcast de solopreneur. On ne veut pas parler de la marque. C'est ça aussi, tout le truc. Et parce que j'imagine, si peut-être que vous avez écouté déjà des podcasts de marque, si je dis n'importe quoi, Carrefour fait un podcast et parle de Carrefour et qu'en fait le podcast devient une publicité de 20 minutes, c'est l'enfer, en fait. On n'a pas du tout envie d'entendre ça. Et donc, c'est un peu la même chose aussi pour un solopreneur où l'idée, c'est de mettre en avant son expertise sans pour autant toujours la ramener à soi. Donc, c'est ça le défi aujourd'hui. Et le deuxième défi, je dirais que c'est de trouver justement un concept différenciant parce que comme tu l'as dit, l'interview, ça commence à faire beaucoup, on en entend beaucoup. Donc voilà, il y a peut-être différents types d'interviews à inventer, des concepts un peu différents. Ok. Bon, en tout cas, si vous brainstormez sur votre concept de podcast, venez dans la communauté du board. C'est gratuit. Il y a une partie gratuite. Et puis, il y a la partie incubateur solopreneur où on fait des lives toutes les semaines et où souvent, je reçois aussi des podcasteurs pour nous aider à muscler nos concepts de podcast. Donc, venez brainstormer, nous dire, un peu nous pitcher votre podcast et on répondra avec Emma et avec les autres podcasteurs de la communauté parce qu'il y en a plein forcément dans le board. Et puis, ce que je te propose, c'est qu'on passe à la deuxième partie. À quoi bon faire un podcast si personne ne l'écoute? C'est bien le sujet du podcast de Solopreneur. On veut que ça drive votre business. Emma, elle est spécialisée dans le marketing des podcasts. Donc, rendez-vous dans le deuxième épisode. Comment faire rayonner ton podcast de Solopreneur? Alors, comment on fait pour que son podcast soit écouté? Parce que certes, c'est un média sympa qui permet de montrer son expertise, qui est pas trop cher à produire, quoique on va peut-être parler aussi du format vidéo. Mais bon, le problème, c'est que ça rapportera pas de business si personne l'écoute. Donc, quelles sont tes recommandations aux grandes prêtresses du marketing de podcast chez Ocha? Déjà, c'est de ne pas se contenter de diffuser son podcast, point. Il y a beaucoup de gens qui font un podcast, qui le diffusent. Alors déjà, c'est bien de le diffuser sur toutes les plateformes d'écoute. On fait pas de sélection. Il y a plein de gens qui écoutent des podcasts sur Apple Podcasts par défaut parce qu'ils ont un iPhone. Et il y a aussi plein de gens qui écoutent sur Spotify ou sur Deezer, etc. Donc, on balaie vraiment, toutes les plateformes d'écoute. Ça, c'est la première chose. Mais ça suffit pas aujourd'hui. Chez Ocha, on a tendance à dire qu'il y a 4 leviers de découvrabilité qui vous permettrait d'être visible, de rendre visible votre podcast. Le premier, c'est les réseaux sociaux. Voilà, je sais, on le sait, les réseaux sociaux sont partout et parfois c'est très chronophage de publier sur les réseaux sociaux, mais n'empêche que aujourd'hui c'est le deuxième canal de découvrabilité d'un podcast. Donc il y a plein de choses à faire pour ça. On peut publier des citations de votre invité si vous faites une interview. Vous pouvez filmer un peu vos coulisses par exemple. Chez Ocha, on propose de faire un clip vidéo automatiquement avec l'extrait audio de votre podcast où on a des petites audio waves et des sous-titres qui s'ajoutent avec votre belle cover, etc. Donc voilà, il y a des choses aussi très facilement activables, mais vraiment les réseaux sociaux, c'est il faut y être. Après, il faut pas forcément être sur tous. Pareil, vous partez de votre persona auditeur. Si vous faites un podcast business, plutôt sur LinkedIn, pas forcément sur Instagram. Ouais, mais là, tu vois, je vais contrecarrer une objection, l'objection de dire encore les réseaux sociaux, non. Mais oui, mais moi, je vois les choses différemment. Je me dis, mon podcast me donne de la matière pour que je n'ai pas besoin de réfléchir à qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter sur LinkedIn. Donc, en fait, faut penser différemment. C'est, vous créez un podcast, vous êtes heureux parce que grâce à votre podcast qui dure 1 heure ou une demi-heure, vous avez une matière presque infinie que vous pouvez repurposer, enfin recycler sur les réseaux sociaux. Donc, alors que c'est très dur finalement quand on est solopreneur de juste parler de soi, de ses offres, de ses produits sur les réseaux sociaux. Enfin, ça marche pas trop. Donc, tu vois, moi, je le vois plutôt comme une opportunité de ce que j'appelle la cascade de contenu. Bon, tu prends du temps pour faire ton podcast et c'est bon, ta ligne édito, elle est quasiment trouvée. Alors, je sais qu'il faut adapter, il faut pas juste dire, allez, écoutez mon podcast.
Mais voilà, moi je parle une très bonne façon de voir. Ouais, de mes invités. Effectivement, je partage avec eux les enseignements principaux. Je vais faire un carrousel avec les principaux enseignements, etc. Donc finalement, ça me fait mon plan de réseaux sociaux pour les prochains mois. J'ai rien d'autre à faire quoi que d'enregistrer mon podcast. Ouais, exactement. Ça te fait ton master content et après tu crées plein de contenus satellites. Le deuxième canal de découvrabilité, c'est le SEO. Ça aussi, on le sait de manière générale. Google aujourd'hui est tellement présent partout qu'on doit aussi optimiser son podcast pour le SEO et pour Google. Et pour ça, on a un outil qui est super chez Ocha qui s'appelle la transcription. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. En fait, la transcription, c'est simplement le fait de transformer un audio en texte qui va ensuite vous permettre de faire plein de choses. En fait, à partir du moment où vous avez votre transcription, votre podcast en texte, vous pouvez faire plein de choses grâce notamment à ChatGPT. Vous allez pouvoir créer des articles de blog basés sur votre interview, sur votre script. Vous allez pouvoir même faire justement des posts réseaux sociaux. Chez Ocha, cette transcription-là, elle est intégrée à un site internet qui est dédié à votre émission qui du coup ce site internet est optimisé en SEO, donc vous permet de remonter sur Google. Voilà, le SEO, ça reste important et même si on n'y pense pas forcément avec un podcast parce qu'on se dit c'est audio, Google ne parle pas, si en fait, il y a d'autres façons d'optimiser son contenu en SEO. Ouais, et puis j'allais dire, franchement, c'est un des intérêts du podcast par rapport à d'autres formats, c'est qu'il y a beaucoup de mots. Ça, c'est textuel. Ouais. Donc, ça serait dommage de pas utiliser ça pour créer une sorte de richesse sémantique autour de votre propos et d'être diffusé. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas utilisé le site clé en main de Ocha parce que j'avais déjà un site, mais je pense à plein de solopreneurs qui n'ont pas de site et qui pourraient utiliser ça. Ça serait hyper pratique. Comme ça, ils créent déjà une notoriété autour de leur sujet et ils seront retrouvés plus facilement sur Google. Moi, je précise aussi que j'ai beaucoup travaillé sur ça en début d'année avec Mélanie Hong de Bonjour Podcast, également une fellow podcasteuse qu'on salue. Et en fait, on a créé des GPTs personnalisés, enfin custom, pour à partir de mes transcripts d'épisodes, créer un article optimisé pour le site Le Board, créer, je sais pas moi, le résumé des défis pour la newsletter, créer plein de trucs. Donc voilà, ça c'est clair que vous y échapperez pas si vous êtes podcasteur et que vous voulez diffuser massivement et faire connaître votre podcast. Une petite formation ou un petit coaching IA pour paramétrer vos petits robots, vos petits agents IA, ça vous aidera énormément à gagner du temps. Faites plus ça à la main, quoi. Hein. Maintenant c'est fini, on est d'accord. Exactement. Et je précise juste, tu disais que tu n'avais pas forcément activé le site internet dédié à ton podcast, mais en fait, active-le quand même parce que comme ça, t'as deux joueurs, tu vois, qui jouent dans ton équipe quelque part. Et effectivement, ça va pas forcément répondre à la même problématique. Quelqu'un qui veut aussi tomber sur tes offres et en savoir plus sur le board, voilà, il ira plus sur ton site internet. Mais sur le site d'Ocha, tu peux aussi ajouter tes CTA qui va rediriger vers ton site ou vers quelque chose en particulier. Et en fait, juste t'as rien à faire, ça se met automatiquement à jour. Donc c'est vraiment deux joueurs. Voilà, c'est ça. Tu vois, en fait, en plus tu utilises plus de place sur les recherches Google, donc ça peut être intéressant. Bon, trop bien. Donc les réseaux sociaux, le SEO, le troisième truc, ça rime en O ou pas? Non. Enfin, le quatrième, alors je sais pas, mais j'allais parler de YouTube en troisième. YouTube, bah oui, alors ça, j'ai l'impression que c'est la folie. Ouais, gros challenge. Je relance un petit peu aussi, donc vas-y. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire sur YouTube? Gros challenge pour les podcasteurs YouTube. Alors, très honnêtement, on est même nous chez Ocha encore en train d'explorer. YouTube, ça vient d'arriver. Ça fait quand même quelques mois, mais sur la scène du podcast, YouTube, est arrivé avec grand fracas. Derrière YouTube, il y a Google, donc rien que pour ça, en fait, ça rejoint un peu le SEO. On a besoin d'être sur YouTube pour booster la visibilité de son podcast. Je ne connais plus les datas, mais je pourrais revenir vers toi, Flavie, avec les datas. Mais il y a un pourcentage non négligeable d'auditeurs qui découvrent des podcasts via YouTube et qui ensuite vont les écouter sur les plateformes d'écoute. Il y a aussi beaucoup d'auditeurs qui, même d'ailleurs d'utilisateurs de YouTube de manière générale, qui consomment YouTube sans le visuel.
Donc en fait, Oui. ça devient un podcast. Je sais pas si toi, t'es dans ce cas-là aussi de consommatrice, mais... Moi, je suis pas consommatrice, mais ça m'a pas empêché d'explorer avec le board. Et cette année, ça faisait partie de ma stratégie, comme beaucoup de podcasteurs, hein, vraiment de réinvestir sur YouTube. Donc moi, je suis passée au montage vidéo au lieu du montage audio. Donc ça, prévoyez aussi quand même une augmentation de vos charges, parce qu'en gros, là où avant ça me coûtait 60 € par épisode de le monter en audio, maintenant ça me coûte plutôt 100 et quelques. Plus j'ai rajouté, tu vois, l'automatisation, l'IA et tout ça. Donc maintenant, je pense que ça me coûte à peu près 250 € par épisode à produire, quoi, un épisode du board. Donc tu vois, ça crée quand même un budget, mais derrière, ça va m'ouvrir de nouvelles clientèles, et notamment moi, une qui m'intéresse, c'est les jeunes. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être une vieille boomer déjà, alors que j'ai que 39 ans. Mais en fait, il y a, je crois que chez les jeunes, il y a vraiment une grosse part de YouTube et moins de podcast audio, parce qu'il me semble que le podcast audio, c'est plus un truc de trentenaire quelques. Et moi, j'adore les podcasts audio parce que j'ai des enfants et je veux pas qu'ils regardent les écrans. Mais bon, quand t'es jeune, t'as pas d'enfants, machin, tu fais du YouTube. Et donc, je me suis dit, pour capter cette cible-là, faut que je sois sur YouTube. Donc, j'ai activé la fonction podcast et maintenant, je diffuse tous les lundis en version vidéo, l'interview longue. Et comme ça me fait 2 canaux. Et je n'ai pas remarqué de cannibalisation de mes audiences parce que YouTube, ça commence. De toute façon, je dois avoir 100 ou 200 vues par interview. Mais si dans les 100 ou 200 vues, j'ai 50 personnes ou 100 ou 150 personnes qui me connaissaient pas, mais en fait, ça va effectivement renforcer mon capital et ça va faire des futurs auditeurs pour la suite. Exactement. Et depuis quelques temps, alors je crois vraiment que c'est assez récent, vous pouvez même envoyer votre flux RSS directement sur YouTube. Il y a vraiment 2 façons de faire sur YouTube. Soit on va publier, chez Ocha, on a une fonction d'auto-publish où vraiment en un clic, vous pouvez envoyer votre épisode sur YouTube et ça fait comme le clip vidéo, ça vous rajoute des audio waves, etc. Et ensuite, vous avez juste à retourner sur YouTube pour le labelliser comme étant podcast. Mais vous pouvez aussi... vraiment plugger votre flux RSS à YouTube et dans ce cas-là, vous êtes automatiquement renseigné, référencé dans la partie YouTube musique. Donc ça peut être aussi super intéressant pour vous. Ok, bon, on va en reparler de la vidéo de toute façon dans cette mini-série, mais clairement, allez-y. Et regardez ma chaîne YouTube d'ailleurs, @le board media. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que je suis en train de la repimper. Et du coup, ça m'a permis aussi de revoir la stratégie, pour qui elle parle, à quoi ça sert, voilà. Et puis peut-être une petite parenthèse pour tous les solopreneurs qui sont conférenciers. Je pense que un podcast vidéo, c'est un must. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'images de vous qui racontent et clairement en fait ça inspirera plus confiance en fait d'avoir déjà des vidéos que juste vous en audio. Ok, alors Emma, la dernière des quatre leviers, le dernier levier de découvrabilité, qui se termine en O cette fois-ci, c'est le PSO. Chez Ocha, c'est un terme qu'on a inventé. Donc PSO, ça veut dire le Podcast Search Optimization. Si vous avez bien suivi jusqu'ici, ça vous fait peut-être penser au SEO. Et c'est vrai que on est assez proche de ce terme-là. Je vais essayer de faire court parce que je pourrais parler pendant des heures du PSO. En fait, aujourd'hui, il y a 40% d'auditeurs de podcasts qui cherchent de nouveaux podcasts à écouter directement depuis les plateformes d'écoute, ces fameuses plateformes dont on s'est parlé. Clairement. Moi, je cherche tous mes podcasts dans la plateforme d'écoute. Enfin, moi, j'utilise souvent Spotify, et donc. Et est-ce que, alors, c'est intéressant. Est-ce que du coup, tu utilises les catégories, tu sais, tu rentres dans les catégories, ou est-ce que tu vas écrire ton mot-clé J'écris mon truc. Après, je mets podcast et émission, puis je regarde ce qui sort. Voilà, soit en émission, soit en épisode. C'est exactement la situation et le comportement qu'on a envie d'explorer nous chez Ocha, parce qu'en fait il y en a énormément qui utilisent cette fameuse barre de recherche, et à partir du moment où il y a une barre de recherche, ça veut dire qu'il y a une logique de SEO derrière. Donc nous on appelait ça le PSO puisque c'est vraiment appliqué au podcast. Et donc chez Ocha, on est convaincus, on a déjà fait pas mal de tests pour essayer de comprendre comment fonctionnaient aussi les algorithmes, notamment d'Apple et de Spotify. Et on s'est rendu compte que l'intégration de mots-clés dans ces métadonnées, donc quand je dis les métadonnées d'un podcast, ça va être le titre de ses épisodes, le titre de son émission, les descriptions de ses épisodes et de son émission, ça va même être le nom de l'auteur, les tags, tout en fait, à partir du moment où il y a du texte à renseigner, ça ce sont des métadonnées.
Et donc, si vous faites un travail de quels sont mes mots-clés, sur quels mots-clés j'ai envie d'être positionné pour pouvoir passer devant le concurrent qui parle un peu de la même chose que moi sur Apple ou sur Spotify, et ben ça va vous donner, ça va vous faire un boost de visibilité sur ces plateformes d'écoute. Et chez Ocha, on a créé... Très intéressant. Alors, je suis en train d'aller regarder mon PSO en même temps sur Ocha. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai des petites médailles. Ça me fait plaisir alors que au début, j'en avais pas. Conseil solopreneur, je suis première. Conseil... super. Entreprise en solo, je suis première. Entrepreneur solo, Flavie Prévost. Bon, C'est vachement bien. Déjà, t'es référencé sur ton propre nom, c'est cool. Ça, voilà, c'est le début de la gloire. Podcast solopreneur, première. Bon, voilà. Après, il y a d'autres trucs où ça me met, des progressions à faire. Voilà. Donc, c'est super, super intéressant. Et, du coup, je sais plus si je l'ai redit, mais donc, nous, on a un partenariat avec Ocha, comme c'est mon hébergeur. Donc, vous avez 1 mois gratuit sur l'abonnement Boost. Voilà. Donc, si vous voulez aussi tester tout ça, je vous mettrai le lien en description. Et puis, sinon, dans la newsletter aussi du board que vous recevrez vendredi à la fin de toute la parution de la mini-série. Ok, PSO, est-ce que tu as des conseils à nous donner là-dessus Eh bien, vraiment ajouter les mots-clés le plus possible partout dans vos métadonnées. Ça paraît un peu simple comme conseil, mais en fait, c'est fou à quel point ce n'est pas encore intégré, même par les plus gros podcasteurs. Quelqu'un qui va faire un podcast sur le marketing va pas forcément mettre le mot marketing systématiquement dans ses titres ou dans ses descriptions. Moi, ça m'a changé, c'est vrai, cette approche, parce qu'avant, j'avais des titres un peu trop éditoriaux, du style... je sais pas, par exemple, là, c'était il y a pas longtemps, j'ai publié un épisode, ils ont scalé, ils vous racontent. Ça, c'était ma première idée de titre. Donc ça, c'est top, ça donne envie. Ouais. Sauf que pour le SEO, c'est nul, parce qu'il y a pas freelance, il y a pas solopreneur, il y a pas machin. Donc, j'ai changé en de freelance à solopreneur, 5 témoignages de scalabilité, un truc comme ça. Ouais. Et donc, c'est vrai que moi, le titre me plaît un peu moins, mais après, je l'ai remis dans ma newsletter, tu vois, donc je l'ai réutilisé. Voilà, ouais, c'est ça, ou tu sais, je sais que dans la description, donc il faut absolument faire passer du temps sur sa description, en tout cas en faire la plus longue possible. Chez Ocha, on vous permet de faire une description de 5000 caractères, il faut tous les prendre, les caractères. Okay. Et en fait, les 120 premiers caractères, c'est ceux qui sont lus par les auditeurs de podcast. Donc c'est là où justement où tu peux faire un peu des phrases un peu plus catchy qui va hooker les gens. Tout le reste de la description, c'est pour les robots. Donc le reste de ta description, c'est là où tu vas pouvoir mettre beaucoup de mots clés. On est encore au début du PSO dans les plateformes d'écoute, contrairement à Google qui a un algorithme hyper complexe. Sur Spotify ou sur Apple, c'est plutôt simple. Donc voilà, mettez des mots-clés dans toutes vos métadonnées. Faites une liste de mots-clés, une dizaine ou une vingtaine de mots-clés que vous mettez au fur et à mesure. Et vous allez voir que ça va forcément booster votre visibilité. Et du coup, avec le PSO Control Panel, qui est notre outil chez Ocha, vous allez pouvoir suivre vos positions en fait sur Apple. C'est très très chouette, très satisfaisant. Cool, et surtout, je pense, une opportunité rare d'être premier sur un truc, même quand on se lance maintenant, parce que c'est assez récent. Donc allez-y les podcasters. Alors pour finir, est-ce que tu as un petit défi à nous lancer ? Alors le défi qu'on peut se donner ici, c'est d'automatiser un maximum de choses pour passer le moins de temps possible sur justement tout ce qui est promotion dont on vient de se parler et de se concentrer sur ce qu'on aime faire, c'est-à-dire produire du contenu. On a parlé des réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses que vous pouvez automatiser avec ChatGPT par exemple. Nous aussi, on a un outil Social Media Manager auquel vous pouvez vraiment, à partir du moment où vous avez votre épisode, hop, il y a tout qui se met en place sur LinkedIn, LinkedIn, Instagram, etc. Tout va automatiquement se publier. YouTube, c'est pareil, en un clic, vous pouvez publier votre épisode. La transcription, ça se fait en un clic aussi et ça se met automatiquement sur votre site internet. Et le PSO, il y a un peu plus de travail, mais avec l'IA aussi, vous allez pouvoir trouver plus facilement vos mots-clés. Donc voilà, essayez d'automatiser un maximum sa communication parce qu'on sait que c'est très chronophage, mais que c'est hyper important. Ouais, super. Moi, je peux que plus soir, plus soyez. Je sais pas comment on dit. Moi, je plus sois Emma sur l'histoire de l'automatisation. Et n'hésitez pas à le faire. C'est un peu long à setup, mais après, ça sera tellement bien. Et ce qu'il faut, c'est que les gens entendent parler régulièrement de votre podcast. Moi, je pense que j'en parle tout le temps et il n'y a pas encore 1 million de freelances qui écoutent le board, en fait, qui connaissent le board. Donc, n'hésitez pas à répéter, parce que c'est au bout de 5, 6, 7 fois que 6, 7 personnes vont en parler que les gens vont se dire, allez, bon, je vais l'écouter. Ah tiens, cet épisode, il me plaît. Hop, ils le mettent dans leur playlist et après, c'est parti.
Trop bien. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on passe à l'épisode 3 où tu vas nous partager les tendances hautes pour 2025 pour faire performer son podcast et donc faire performer son solo business. C'est parti. Alors Emma, qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal de spécialiste du podcast comme tendance à suivre et comme outil ou tendance qui pourrait nous aider vraiment à générer plus de chiffre d'affaires ou trouver plus de clients grâce à notre podcast en 2025? Alors on en a parlé déjà tout à l'heure, mais on peut s'épancher un peu plus sur le sujet. C'est la vidéo. C'est clairement vraiment un gros challenge pour les podcasteurs. On sent en plus qu'il y a un peu une tension par rapport à ce sujet, parce que le podcast est censé être audio. Les gens peut-être se sont lancés dans le podcast parce qu'ils n'avaient pas forcément envie de se mettre en avant eux physiquement, tu vois, contrairement à la vidéo. Et en même temps, là, on commence à revenir un peu sur le truc en disant, bah, quand même, la vidéo, ça vous ouvre quand même beaucoup de portes, etc. Donc, la vidéo, c'est un vrai sujet qu'on a clairement pas encore vraiment craqué, parce que à part, tout le monde n'a pas forcément les moyens, tu vois, d'acheter une caméra à 600 € et d'être dans un studio d'aller en studio, parce que c'est quand même pas donné je sais plus combien ça coûte un studio, mais ça doit bien coûter peut-être 200 ou 300 € de l'heure. T'as juste les vidéos brutes, mais derrière faut tout monter. Donc faut tout monter, exactement. Et je crois que les épisodes tout montés par des monteurs et tout, c'est genre 700 € l'épisode, donc c'est quand même pas donné. Ouais, c'est pas donné. Puis si tu veux justement avoir une régularité en publiant toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ça commence à faire un petit budget. Donc alors je fais un petit break. En plus, le pire, c'est que ça s'adapte pas forcément à ton concept de podcast. Moi, j'ai eu beaucoup de mailles à partir avec la vidéo parce qu'en gros, moi, c'est un podcast de solopreneurs. On est tous en pyjama dans notre salon. Donc, et partout dans le monde, parce que moi, les solopreneurs, ils sont pas à Paris. Même moi, je suis pas à Paris, je suis à Nantes. Donc, est-ce que j'allais me faire chier, excuse-moi du vocabulaire, mais à programmer des séjours à Paris pour venir dans un studio, faire venir les mecs qui sont digital nomades et compagnie à Paris? Non. Donc en fait, bon, moi j'ai pris la version minimaliste de au moins diffuser notre vidéo de la Riverside, ce qui est pas cinématographique au point d'un studio, mais qui fonctionne quand même en fait pour avoir déjà une conversation qui est visible sur YouTube. Exactement. Et puis voilà, il y a d'autres façons aussi de réinventer la vidéo. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le fait d'avoir cette audio wave en fait. Par exemple, il y a des outils qui vous permettent juste de prendre votre audio comme Ocha le fait et le transforme en fait votre audio en vidéo qui s'adapte très bien au format YouTube et voilà. Et en fait après c'est ce que vous allez c'est tout le SEO de votre description, etc., qui va faire que vous allez remonter par exemple sur YouTube. Mais on parlait de vidéo et en fait il y a pas forcément que YouTube pour ça. Il y a aussi les Reels Instagram, il y a aussi TikTok. Tu parlais des jeunes, voilà. Forcément c'est un réseau social sur lequel tu as envie d'aller. Et deuxième astuce, tiens, parce que pareil, moi je me disais bon bah est-ce que j'ai envie de montrer des photos de moi en pyjama? Non, c'est nul, les reels compliqué. Donc moi j'avais fait venir Cyril, donc avec qui on avait fait l'offre solo vidéo studio. En fait, il vient chez moi, il me prend 20 capsules de moi en train de parler de soloprenariat et je diffuse ça. Et en fait, ça suffit à donner envie d'écouter le board, en fait. Tu vois? Exactement. Et c'est pas forcément mes invités. Donc, il y a des façons, t'as raison, de tourner autour du pot pour que quand même tu fasses des vidéos autour de ton podcast. Ouais, exactement. En fait, la vidéo, faut voir ça il y a deux stratégies. Il y a la stratégie de on distribue son podcast avec la vidéo, où c'est là où on va parler de YouTube peut-être pour ce que tu fais, tu distribues ton podcast aussi avec la vidéo là de ce qu'on est en train de faire. Et puis il y a utiliser la vidéo pour la promotion de son podcast. Et là, c'est encore différent parce que du coup, tu vas effectivement plutôt créer du contenu annexe un peu autour de ça. Typiquement nous avec Tips, comme on est sur 2 marchés, France et EN, bah en fait le fait de parler, ça nous pose problème parce qu'on va pas parler soit en français soit en anglais, ça nous prend trop de temps de traduire. Donc on explore le fait de faire des reels ou des petites capsules muettes, tu vois. Et ça nous permet ensuite de dire bah voilà, si vous voulez en savoir plus sur les tips qu'on vous a donnés là de façon soit un peu humoristique, soit de façon juste écrite qu'on peut traduire rapidement, bah on a le podcast que vous pouvez aller écouter après. Donc voilà, vraiment penser à ça. On peut faire un mème en version vidéo qu'on diffuse sur Instagram qui se met en short. On peut faire une quote, une citation. Donc ouais, c'est vrai, c'est pas forcément vous en face caméra.
Et je voulais juste rajouter une dernière chose où j'ai eu la chance d'aller à Podcast Show, qui est un des plus grands événements de podcast en Europe, à Londres. Et je me souviens plus de la personne qui a dit ça, un intervenant, mais j'avais trouvé ça très bold de le dire. Il disait, mais en fait, aujourd'hui, le flux RSS, c'est ce qui vous permet, en fait, de distribuer votre podcast. Mais il faut aussi avoir en tête qu'il y a des gens, peut-être des jeunes d'ailleurs, qui ne vont consommer votre podcast qu'à travers des vidéos capsules. Et ça m'avait fait un peu réfléchir. Je me suis dit, c'est intéressant, parce qu'en fait, si ça se trouve, c'est pas comptabilisé dans mes écoutes, mais en fait, c'est des auditeurs comme les autres. C'est juste qu'ils consomment mon podcast différemment. Donc voilà, si ça peut vous donner des pistes de réflexion. Ouais, faut être ouvert à ces nouvelles formes-là. C'est comme quand on voyait que les jeunes, ils regardaient TikTok pour plutôt Google, pour faire des recherches. Les how-to, là. Ça nous ouvre waouh, ça nous fait un nœud au cerveau, en mode truc de fou. Voilà, moi, je suis assez d'accord, et je pense que, moi, je me dis pas, finalement, j'ai évolué, mais c'est pour ça que ça s'est toujours appelé le board média. C'est que pour moi, ce qui est important, c'est de diffuser le soloprenariat comme une nouvelle forme d'entrepreneuriat possible, agréable, égalitaire, etc. Et du coup, que ça soit diffusé parce que tu lis un texte, parce que tu vois un carrousel, parce que tu écoutes un podcast, parce que tu me vois en vidéo parler d'un truc, peu importe en fait. Donc voilà, moi j'aurais une vision plus holistique en se disant, et c'est pour ça que chez moi c'est le pilier numéro 2, c'est le pilier média, c'est qu'est-ce que vous racontez au monde pour attirer des clients de façon régulière sur votre offre. Donc du coup, avoir un podcast et ensuite le diffuser de plein de manières différentes, ça diffuse votre message et ça vous aide à trouver des clients en tant que solopreneur. Ok, est-ce que tu vois d'autres tendances à part la vidéo pour booster notre podcast et notre business? L'IA. Ça va être clairement la deuxième tendance. On en entend beaucoup parler, et pas que dans le podcast, mais l'IA dans le podcast, ça a une place vraiment vraiment importante. Et pourquoi faire alors? Donne-nous des exemples précis. Mais tout en fait. Avec l'IA peut s'insérer dans le processus de podcast du début à la fin de votre idéation de podcast. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour ça sans problème, jusqu'à la promotion. On en parlait un peu plus tôt avec la création d'articles de blog, de newsletters, à partir de la transcription de votre audio. Vous pouvez vraiment tout faire avec l'IA, et il y a même des IA particulières, notamment je pense à Adobe, qui vous permet de nettoyer votre fichier audio, et donc de faire de produire des podcasts de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, et sans avoir toute la technicité du montage et du mixage derrière. Donc vraiment, faut pas avoir peur de l'IA. Chez Ocha, on a tendance, on aime bien dire que l'IA ne va pas remplacer le podcasteur, absolument pas. C'est un assistant. Il faut vraiment le prendre comme ça. Non, mais c'est sûr. Donc, moi, j'ai revu tout mon workflow de création de podcast en début d'année. Ça m'a pris du temps. J'ai dû le dessiner sur une feuille pour me dire à quel moment je peux mettre de l'IA. Et ça a été très, très utile a posteriori pour me faire gagner du temps et de l'argent. Mais après, sur l'histoire de est-ce que ça va remplacer le podcasteur, j'ai quand même testé des trucs assez fous. Genre là, j'étais sur Eleven Labs. J'ai cloné ma voix. Moi aussi. Je lui ai donné des textes à faire pour créer des podcasts. Et franchement, c'est, à part quelques petites coquilles que je sais pas comment corriger, où genre il dit le board au lieu de dire le board, mais c'est tellement bluffant. Donc, je me disais, là, j'ai écrit un livre, je pourrais le filer à Eleven Labs, hop, il me fait une lecture, enfin, tu vois, une espèce d'audiobook. C'est quand même perturbant. Donc voilà, regardez le truc parce que je pense que ça peut aider énormément, et en même temps ça va nous faire reconsidérer certains trucs qu'on prenait pour acquis. Genre par exemple, moi je pensais que la voix c'était hyper incarné, que personne pouvait la copier. Et là, je me dis en fait si demain un concurrent sur le solopreneur écrit 5000 articles avec l'IA et les met 5000 fois dans l'émulateur d'une voix clonée, il peut en fait produire 5000 épisodes alors que moi j'en ai que 500. Exactement, mais oui, c'est sûr que il y a certains aspects qui nous paraissent dingues, et parce qu'on n'est pas encore habitué. Mais Eleven Labs, moi je l'ai utilisé pour traduire mon podcast, parce qu'en fait tips, je suis française, j'ai un accent comme tous les Français qui parlent anglais. Chez Ocha, on veut de plus en plus aller sur le marché américain. Ça me coûterait trop d'argent d'avoir une actrice qui viendrait incarner mes podcasts. Donc Eleven Labs. Et en fait, il me fait parler anglais absolument incroyable, comme je n'ai jamais parlé anglais. Ça me coûte pas si cher que ça. Je vais faire le board international. Voilà. Et en fait, tout de suite, ça ouvre vachement d'horizons, quoi. C'est
Oui, c'est sûr qu'il y a certains aspects qui font un peu froid dos encore aujourd'hui, mais moi je suis persuadée que c'est comme Internet à l'époque où ça nous faisait hyper peur. En fait, on a appris à faire avec et on s'est réinventé, ça a créé des nouveaux des nouveaux jobs, etc. Puis moi, attends, moi, je suis pas en mode froid dans le dos. Je donne des idées à des solopreneurs malins qui pourraient se dire, attends, j'ai déjà une newsletter sur le sujet du coaching, mettons, je prends toutes mes newsletters, je les fais en podcast et je lance un podcast. Carrément. Donc en fait, le solopreneur, il est malin, il utilise la tech pour scaler et pour dépasser son plafond de verre. Enfin, il peut, en tout cas, si c'est dans ses souhaits. Voilà, vous avez une idée. Est-ce qu'on a fait le tour des concepts hot et trendy pour 2025 depuis ton retour de Londres? Il y en a un dernier dont j'ai parlé dans une autre capsule qui est le PSO. Vraiment, je mets ça sous le chapeau trends parce que c'est un concept qu'on n'a pas encore entendu vraiment parler, dont on n'a pas encore entendu vraiment parler. C'est assez récent. Nous chez Ocha, on fait énormément de tests vraiment pour comprendre ce qui plaît à l'algorithme d'Apple, ce qui plaît à l'algorithme de Spotify et comment on peut devenir top 1 de Apple et de Spotify. Donc le PSO et le Podcast Search Optimization, comment faire pour que ton podcast soit en top des résultats des plateformes d'écoute, ça c'est vraiment c'est une tendance qui est hyper forte et qu'il faut absolument mettre ses mains dedans maintenant, quoi, parce que après le train va passer, les algorithmes vont se complexifier et ce sera trop tard pour nous. Si vous avez l'occasion vraiment de reprendre toutes vos métadonnées, de les optimiser dès maintenant, vraiment vous allez voir la différence. Et puis, vous pouvez vous faire aider. Ça, c'est mon petit tip solopreneur, parce que si vous avez déjà un solo business rentable, faites comme moi. Moi, j'ai investi en début d'année pour trouver Ambre, mon assistante virtuelle, avec Mélanie et tout ça, parce que on l'a fait à 4 mains et en fait, c'était moins fastidieux. Donc voilà, si vous avez déjà de la matière, vous pouvez. Si vous êtes podcasteur déjà expérimenté et que vous dites, allez, faut que j'aille à l'étape d'après pour encore avoir plus de clients qui viennent, etc. Ça peut être une super façon, je trouve, d'augmenter la portée de votre podcast. Trop cool. Eh ben, écoute, merci pour tous ces tips. Et puis, ce que je te propose, c'est qu'on passe à la partie 4. Comment générer de la thune directement avec son podcast, monétiser son podcast. C'est le nerf de la guerre quand on est podcasteur, parce que on fait ça par passion, par partage, mais on a aussi besoin que ça vienne irriguer notre solo business et qu'on puisse être rémunéré pour notre travail. Donc, tu vas nous donner tous tes tips monétisation de podcast dans l'épisode 4. Comment on fait pour monétiser son podcast? Vaste question. Vaste question. Pas facile. Emma, qu'est-ce que tu as repéré comme technique qui fonctionne ces derniers temps? Alors si je vais commencer par parler des techniques les plus connues et les plus basiques. Il y a deux en fait grands types de monétisation. La première, c'est la monétisation manuelle, c'est-à-dire que c'est toi en tant que podcasteur qui va faire la démarche d'aller chercher des sponsors qui correspondent plus ou moins à ton audience, et c'est toi en tant que solopreneur qui va aller négocier tes écoutes en fait, c'est-à-dire pour 1000 écoutes on peut négocier tel prix, etc. Donc ça c'est et ensuite l'idée c'est que le sponsor que tu as trouvé soit lui de son côté enregistre comme une pub en fait que tu vas pouvoir après appliquer à tes épisodes, soit ce qui fonctionne super bien, vous vous mettez d'accord sur ce qu'on appelle du host read, où c'est toi en tant que podcasteur au début de ton épisode qui va dire je ne sais pas si vous connaissez Ocha. Ocha, c'est l'hébergeur de podcasts nouvelle génération, etc. Et si vous voulez utiliser, moi j'ai un code promo. Voilà. Maintenant, place à l'épisode. Vous entendez ça certainement très souvent dans des gros sur des gros. Moi, c'est ce que je fais d'ailleurs. Des gros podcasts. En fait, j'ai pas énormément de sponsors. Je les choisis vraiment. Enfin, je suis un peu picky sur les sponsors, mais pour être sûr que c'est des produits que j'aime, souvent que j'ai ou que j'ai déjà utilisés. Et du coup, c'est moi qui fais l'annonce pour dire en mes termes aussi ce que j'aime bien. Parce que moi, le côté pub un peu préenregistré par le sponsor, bon, je trouve que ça s'adapte pas toujours à l'audience. Alors moi, je me permets des trucs un peu plus drôles parfois ou un peu plus intimes par rapport à l'audience parce que je la connais bien, où je raconte un peu mes galères et voilà. Donc, mais c'est ça qui fonctionne. Vous avez peut-être entendu ça, ouais. C'est ça justement qui fonctionne. Le host read, justement, souvent c'est négocié aussi plus cher parce que c'est vraiment comme une story d'influenceur. De toute façon, pour moi, les podcasteurs, ce sont des influenceurs aujourd'hui quand on a un certain nombre d'écoutes. Et c'est exactement la même chose. C'est souvent les influenceurs, ils ont carte blanche pour représenter une marque. Un podcasteur va avoir carte blanche dans le cadre du host read
thread pour parler de cette marque-là pendant voilà quelques secondes. Et ça peut être avant le podcast, mais ça peut être avant l'épisode, ça peut être après l'épisode, et dans certains cas, ça peut même être en ce qu'on appelle en mid-roll, au milieu de l'épisode. Et donc, qu'est-ce qui est le plus cher? Le mid-roll. Forcément, puisque la personne, elle va écouter le podcast, elle va pas forcément s'arrêter. Alors que, tu vois, si tu sais qu'à chaque fois, au début, je fais ça par exemple avec Bliss, j'aime beaucoup Bliss Stories, un podcast de maternité, ben en fait, je sais que à chaque fois il y a une pub d'avant. En plus, souvent c'est la même pendant plusieurs mois, donc comme elle publie tous les lundis, bon bah en fait je commence à la connaître la pub. En fait, je vais très vite faire plus 10 plus 10 plus 10, alors que bah si c'est un mid-roll, je vais pas forcément savoir quand est-ce que la pub va intervenir, et en fait moi aussi je me fais toujours avoir au mid-roll parce que je suis en train de faire la vaisselle, je suis en train de faire du vélo, donc tu t'entends la pub. Ouais, effectivement. Les Américains font beaucoup de mid-roll, j'ai remarqué. Oui, tout à fait, exactement. Ils sont en avance. Ouais. Donc ça, c'est la monétisation manuelle qui peut être vraiment intéressante. Et surtout, ce qui est aussi intéressant avec la monétisation manuelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir énormément d'écoute. Parce que votre audience peut être super de niche, et donc du coup peut aussi intéresser vraiment les entreprises. Moi, j'avais un podcast sur les cheveux bouclés qui s'appelle Frisoti. Enfin, c'est vraiment de niche. En fait, j'aurais très bien pu aller parler à des secrets de Loli ou d'autres marques, voilà, très de niche, pour parler d'elle, et je pense que ça aurait très bien fonctionné. Contrairement. Et d'ailleurs, je peux faire une petite aparté. Je trouve que il faut pas hésiter à combiner sponsoring que vous allez chercher et vente de vos propres produits. Par exemple, moi, le board, ça m'aide à vendre l'incubateur solopreneur, mais ça m'empêche pas d'avoir un partenaire en quel je crois, que j'aime, qui est utile pour les freelances. Donc en fait, je peux gagner entre guillemets sur les deux tableaux, et surtout, et c'est déjà jamais assez par rapport au temps que j'y passe, je préfère préciser parce que ça me paye pas tout le temps que je passe et tous les frais de montage que j'ai. Et d'autre part, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc en plus, voilà, t'es quand même content parce que t'apportes deux services différents et toutes les personnes sont pas concernées toujours par tes produits. Donc faut pas, moi je pense qu'il faut pas hésiter, il faut pas se dire c'est soit l'un soit l'autre. Voilà, petite parenthèse refermée. Et donc, je disais qu'avec la monétisation manuelle, vous n'aviez pas besoin d'avoir un plafond d'écoute très haut. C'est pas le cas de la monétisation automatique, qui va du coup être le deuxième type de monétisation le plus connu chez les podcasteurs, où là, en fait, vous faites appel à une régie. Et donc, si vous faites appel à une régie, votre podcast, il va être dans un système où, en fait, les annonceurs vont être d'un côté, les podcasteurs vont être de l'autre, et en fait, c'est des matchs plus ou moins aléatoires, enfin voilà, créés par des régies, et donc vous ne savez pas, vous en tant que podcasteur, ce qui passe sur votre podcast. Je crois que en fonction des régies, vous pouvez quand même blacklister certaines marques, mais je suis pas vraiment sûre. Mais là, par contre, les régies exigent d'avoir un minimum d'écoute mensuelle. C'est combien? Typiquement, nous chez Ocha, c'est 5000 écoutes mensuelles. Donc il faut quand même atteindre un certain palier, et c'est pour ça que nous chez Ocha, la monétisation, c'est pas forcément notre fer de lance, c'est pas là où on a notre valeur. Par contre, pour atteindre ces 5000 écoutes mensuelles, il faut faire beaucoup de marketing, beaucoup de promotion, et c'est là où du coup nous on a nos outils qui peuvent vous aider à faire ça. Alors moi, par exemple, je fais pas de monétisation régie parce que je trouve que mon format s'y prête pas, parce que c'est 5 mini-épisodes, donc j'ai pas envie d'avoir 5 pubs à chaque truc. Donc je fais des pré-rolls de temps en temps, mais c'est court, 1 semaine, 2 semaines, et après je saoule pas l'audience, tu vois, parce que une pub de 30 secondes pour Airbnb sur un podcast qui dure 1 heure, ça me choque pas. Ça va. Une pub de 1 minute par épisode qui dure 5 minutes, c'est un peu relou, quoi. Donc, c'est ça, faut s'adapter. Non, mais c'est exactement ça. Faut s'adapter. Et ok, super. Qu'est-ce qu'on a d'autre en monétisation alors et alors après, il y a je pense qu'on n'a pas encore tout inventé, mais en termes de monétisation, comme tu disais, c'est aussi, les podcasteurs sont aussi des gens qui ont des offres à côté, donc rien que ça peut vous permettre de monétiser votre podcast. Ça peut être aussi du merchandising. Il y a aussi des podcasts qui qui ont tellement développé une forte communauté que du coup elles ont créé des goodies autour, où elles ont un shop pour financer justement le podcast. Et puis une dernière chose, ça va être les Tipeee, les Patreons. Ça peut être aussi super intéressant, justement si vous avez encore une fois réussi à créer une communauté, comme toi tu as créé une communauté. En fait, tu pourrais demander aux gens, voilà, pour continuer à faire vivre le podcast que vous appréciez, que vous aimez, il suffit de mettre 2€ sur mon Tipeee qui est là, et vraiment ça m'aiderait beaucoup. Et 2€ pour quelqu'un, c'est un peu comme le truc de Buy Me a Coffee aux États-Unis. Voilà, ça peut au final 2€ plus 2€ plus 2€ vous permettre de financer votre podcast. Maintenant,
monétiser son podcast, c'est quand même extrêmement compliqué encore aujourd'hui en France. Il y a très 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 peu de gens, vraiment, je pense que ça peut se compter sur les doigts d'une main, de podcasteurs qui gagnent leur vie grâce au podcast. C'est pour ça directement. C'est pour ça que c'est intéressant effectivement de l'intégrer dans un plan plus global. Et là, vous êtes solopreneur et donc du coup, ça, c'est une brique qui va vous permettre de récupérer des potentiels clients et du coup de vendre après vos offres. Mais monétiser son podcast pour en vivre, c'est encore aujourd'hui, en tout cas en France, très très compliqué. Ouais. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais vous donner moi mon plan. Donc moi, mon plan, c'est les 4 piliers. Mon média, c'est le podcast. Du coup, pour moi, c'est une activité à fond perdu, mais qui va permettre d'aider les autres. Et donc déjà, créer mon podcast, ça m'a aidé à trouver ma méthode signature, les 4 piliers de la scalabilité, et donc à créer mon produit, l'incubateur solopreneur. Comme j'ai un rendez-vous hebdo, voire même quotidien, avec les auditeurs depuis 4 ans, que j'ai pris plein de café, que je vois les commentaires, les avis, etc. Je connais très très bien ce persona, donc j'ai créé un produit qui a trouvé son marché plus vite que si j'avais dû trouver des idées de créer un produit. Et j'ai une communauté, donc ça m'attire des clients régulièrement vers cet écosystème de l'incubateur. Donc tu vois, pour moi je mets pas d'effort à monétiser le podcast parce que le podcast est plutôt mon moyen d'acquisition ou de fidélisation pour mes clients. Et finalement, je le fais un peu pour le fun, histoire de voir. Mais quand je fais des partenariats, c'est plutôt est-ce que ça me paye mes frais de production pour que ça soit une production qualitative. Et derrière, je monétise plutôt en vendant les produits. Alors, attention, ça se vend pas juste parce que vous faites un podcast. Faut aussi être un petit peu proactif. Hein. Donc, par exemple, moi, ça m'arrive de faire des pré-rolls sur mes offres de temps en temps. Je sais pas, le séjour Tafwax Relax, le lancement du bootcamp, je le dis. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont pas au courant. Ça m'arrive de mettre des liens vers mes lead magnets en début de podcast aussi pour capter les emails des personnes, parce que vendre juste à l'oral, si les gens sont en train de faire du vélo et tout, c'est pas facile. C'est plus facile ensuite derrière d'avoir une newsletter et des séquences d'emails et tout ça. Et puis de faire des épisodes dédiés aussi. Là, il y a pas longtemps, alors moi je teste plein de trucs tout le temps. J'en ai fait un avec 5 témoignages d'alumni qui sont passés dans mon bootcamp et qui racontent leur transformation. Et tu vois, j'y avais pas pensé. Et en fait, c'était un super moment. En plus, j'étais trop contente de les mettre en lumière. Et c'était quand même un outil pour faire comprendre la plus-value aussi de ce programme. Donc voilà, tu vois, je voulais dire aussi qu'il faut un peu se donner les moyens. C'est pas genre, j'ai un podcast sur le soloprenariat, les gens vont courir et acheter mes produits sur le soloprenariat. Ben, non, ça se saurait, tu vois, les gens, ils consomment aussi du gratuit. À un moment, il faut trouver une façon incitative de leur expliquer à quoi ça sert et pourquoi c'est un bon produit pour eux. Exactement. Et petite parenthèse par rapport à la newsletter et au fait de capter des leads que je trouve hyper intéressant. Chez Ocha, on a ce module de newsletter que vous pouvez activer et donc du coup envoyer une newsletter directement depuis Ocha. Mais ça, à la rigueur, si vous avez vous-même votre propre newsletter, c'est moins intéressant. Par contre, le fait d'activer ce module newsletter, ça peut vous permettre aux personnes qui vont se rendre sur votre fameux site internet dédié à votre émission dont on parlait tout à l'heure, quand même de rentrer leur adresse mail parce qu'ils veulent en savoir plus sur votre podcast et ils veulent être notifiés. Et vous, après, depuis Ocha, exportez tous les leads en fait que vous avez reçus via la newsletter d'Ocha, pas forcément pour envoyer une newsletter via Ocha, mais pour après mettre vos leads dans votre newsletter habituelle et du coup, hop, ça vous fait un espèce de gros lead magnet en fait qui peut être super intéressant pour vous. Ah, malin, mais moi j'apprends plein de choses aussi dans cet épisode. Je suis trop contente. On apprend des choses tous les jours, même quand ça fait 4 ans qu'on fait du podcast. Trop cool. Écoute, parfait. Et ben, est-ce que tu as un défi à nous donner avant qu'on aborde le dernier épisode qui va être une masterclass aussi parce que ça va vous aider à réutiliser tout ce que vous faites de votre podcast dans votre solo business? Ça va être de trouver le bon sponsor parce que ça aussi c'est il faut trouver le sponsor qui vous parle à vous. Effectivement, comme tu dis Flavie, je trouve que un sponsor dont vous avez déjà vous l'utilité, je trouve que c'est beaucoup plus facile aussi de le vendre et aussi qui va parler à votre audience. Je voulais juste rajouter une stat aussi que j'ai reçue du podcast show. On peut aussi être un peu frileux en tant que podcasteur à vouloir faire des ads, soit du pré-roll, du host read dont on s'est parlé tout à l'heure. Alors qu'en fait, il faut savoir que les
pubs sur le podcast sont beaucoup plus appréciées que une pub par exemple sur YouTube ou à la télé ou quoi, de manière générale. Et donc j'ai cette stat qui dit que quasiment 50% des auditeurs de podcast apprécient plutôt, ou en tout cas ne trouvent pas dérangeante, d'écouter une pub sur leur podcast préféré. Donc si aussi ça peut vous déstresser à l'idée de mettre à l'idée d'aller chercher un sponsor pour votre podcast, ça peut peut-être aider. Bon, puis moi, j'ai envie de vous dire, arrêtez de gamberger sur ça. À un moment, on doit quand même être rentable. Donc, en fait, tout le temps que vous passez à faire votre podcast, s'il y a des mecs qui vous pourrissent parce que vous mettez 30 minutes de thread, si c'est votre cas, désabonnez-vous, écoutez un autre podcast en même temps. Enfin, tu vois, à un moment, il faut bien qu'on vive de notre création aussi. Donc, si c'est pas les auditeurs qui payent, c'est les sponsors ou c'est les produits. Et sinon, il y aurait pas de podcast. Donc, merci beaucoup. Et allez-y, enfin, n'hésitez pas à rentabiliser un petit peu, à faire valoir en tout cas votre création et votre travail. Allez, c'est parti pour le dernier épisode où on va voir tout ce qu'on peut réutiliser de ce podcast qu'on a créé dans notre solo business. C'est la partie recyclage et vous allez voir, c'est très malin. C'est parti. Alors, dans ce dernier épisode, on a déjà fait beaucoup de travail pour faire connaître, pour créer un concept, pour faire rayonner notre podcast, le monétiser. Mais tu me disais qu'il reste encore un truc à faire pour pouvoir vraiment être sûr qu'on tire le plein profit de ce podcast dans notre solo business. Qu'est-ce que tu nous proposes, Emma ? Eh bien, ça va être de créer du snacking content autour de son podcast. C'est-à-dire que le podcast, votre épisode de podcast, ça va être votre master contenu. Et à partir de ça, vous allez pouvoir en fait en faire des milliers, mais vraiment ça peut se recycler à l'infini. Typiquement, on a dit tout à l'heure que les réseaux sociaux, c'était l'un des c'était l'un des canaux de diffusion et de visibilité, de découvrabilité les plus importants pour un podcast. Et bien en fait, grâce à votre podcast, vous allez pouvoir créer énormément de posts, que ce soit partager vos coulisses, pourquoi vous avez voulu interviewer telle personne, comment ça s'est produit cette rencontre par exemple, c'est quoi effectivement, tu parlais des grands enseignements que vous avez retirés de cette interview, ou alors une citation, même si vous êtes en solocast. Moi je sais qu'avec Tips ça m'arrive de faire des citations, de mes propres citations, mais voilà, de mettre en avant en tout cas la phrase un peu choc que je vais dire dans mon contenu. Ça peut être les fameuses vidéos clips où ça va être des extraits audio de votre podcast avec des audio waves qui vont bouger, et ça va vous faire des reels en fait très très facilement pour vos réseaux sociaux. Donc voilà, créer du snacking content à partir de votre podcast sur les réseaux sociaux, c'est assez facile. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Une photo de votre invité, etc. En plus, ce que j'aime bien, c'est que finalement ça c'est délégable et quelque part on peut le faire a posteriori. Par exemple, créer votre podcast, c'est vous, c'est incarné et tout ça. Et il y a pas longtemps, j'ai utilisé cette technique. J'ai mis super longtemps à le faire pour faire du recyclage. En fait, où j'ai demandé à Bérangère, qui était passée sur le board, qui m'avait séduite avec son idée de recyclage. Elle m'a créé des posts recyclés sur LinkedIn, mais recyclés sur la base de ce que moi j'avais déjà dit, quoi. Enfin, mon podcast. Donc en fait, ça c'est trop bien. En fait, c'est juste de la matière que je n'avais même pas eu le temps d'exploiter. Et elle m'a créé comme ça 60 posts LinkedIn que j'ai pu réutiliser à différentes occasions. Donc tu vois, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Ouais, parce qu'en fait, là, à la rigueur, je vous ai parlé d'un épisode tout neuf, là, celui que vous venez de sortir. Mais en fait, vous en avez 50 autres qui dorment dans vos tiroirs et qu'il faut aussi continuer à faire vivre. Donc ça, c'est quand même important. D'ailleurs, peut-être que je vais un petit peu loin, mais on parlait tout à l'heure des algorithmes d'Apple Podcasts et de Spotify qui aiment le fait qu'on publie de manière très fréquente. Là aussi, vous pouvez faire du recyclage. Moi, ça m'arrive avec Tips. Justement, on parlait de Bliss Stories. Clémentine Gallet est très très forte sur ça. Où en fait, tous les lundis, elle va poster un nouvel épisode, et puis le mercredi, elle va aller chercher dans ses anciens épisodes, et puis elle va juste changer la date de publication de ses anciens épisodes en mettant à la date du mercredi qui arrive, et du coup hop, ça va arriver en tête sur Apple Podcast et sur Spotify. Les algorithmes vont capter ça comme étant hop un nouvel épisode, et donc vont booster encore plus son podcast, alors qu'en fait elle a rien créé de plus, elle a juste recyclé ses épisodes à l'intérieur même de son feed. Je trouve que c'est hyper smart. Pour l'avoir testé dans Tips, ça fonctionne vraiment.
Ok, bon bah écoute, super. Moi, go. Alors sur le snack content, en tout cas, considérez que c'est pas parce que vous publiez une fois votre podcast que tout le monde l'aura entendu, vu, lu, etc. Et ça, c'est bien de penser recyclage, plutôt un peu comme un ricochet, quoi. Vous jetez votre caillou dans l'eau une fois, est-ce qu'il peut rebondir 5, 6, 7 fois? Ça, c'est Exactement. un petit côté satisfaisant parce que quitte à transférer toute votre matière grise, votre jus de cerveau, la qualité parfois des interviews qu'on fait avec les invités, où moi je me dis mais quel dommage que ça soit Ouais, écouté que 1000 fois. Tu vois, j'aimerais bien que les gens en entendent, le relisent à d'autres moments. Ok, alors qu'est-ce que exactement. tu as d'autre en stock pour ce qui est Euh, hyperposing? Alors, en fait, c'est vrai qu'en t'en parlant, j'ai d'autres idées qui me viennent parce qu'il y a vraiment le côté créer du snacking content autour d'un épisode de podcast. Et donc, du coup, on a parlé des réseaux sociaux, mais il y a aussi les articles de blog. Vous pouvez générer la transcription de votre audio, donc texte, qui va vous permettre après de créer des articles de blog que vous allez pouvoir poster sur votre site internet. Vous allez pouvoir créer des newsletters à partir de votre contenu. Voilà, il y a toute cette partie écriture. Et puis en fait, en t'en parlant comme ça, effectivement, il y a aussi le recyclage à l'intérieur de son podcast, où j'ai aussi j'ai eu une idée aussi sur Tips qui fonctionne plutôt bien. Ça me prend beaucoup de temps d'écrire mes épisodes et d'en publier toutes les semaines. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des espèces de mini capsules toutes les 2 semaines. Donc en fait, j'ai un gros épisode de Tips toutes les 2 semaines, et entre, j'ai une mini capsule qui va reprendre de manière un peu concrète les actions que j'ai données dans mon épisode complet de Tips la semaine d'avant. Donc en fait, c'est une sorte de Mmh. recyclage aussi. Et il y a aussi beaucoup de gens qui vont juste prendre des extraits. Par exemple, si vous faites des interviews qui durent par exemple 1 heure, vous pouvez prendre des extraits de votre interview et les publier entre vos épisodes, ce qui fait que, encore une fois, vous allez avoir aussi pas mal une régularité et une fréquence qui va vraiment plaire aux algorithmes. Et c'est une forme de recyclage du contenu audio. Donc voilà, il y a vraiment ces deux stratégies-là. Il y a comment on recycle son contenu pour en faire du contenu annexe ou satellite autour de son podcast pour créer encore plus de communication et de promotion pour son podcast. Et il y a comment on recycle l'audio qu'on vient de faire là, qui nous a pris tellement de temps et un peu d'argent à produire, etc., pour avoir un impact encore plus fort sur les plateformes d'écoute et du coup être encore plus poussé par les algos. Ouais, puis bon, ce que tu disais, c'est qu'on peut faire du multimédia. Les gens, ils me disent, mais comment tu fais pour faire une newsletter? Ça prend vachement de temps. Bah déjà, si tu as un podcast et que tu trouves un format pour recycler en partie ton podcast dans ta newsletter, bah ça prend déjà beaucoup moins de Ouais. temps. Ça me prend peut-être maintenant, après 4 ans, peut-être 2-3 heures, alors qu'avant, ça me prenait 7-8 heures d'écrire du contenu original pour ça. Moi, j'ai fait aussi, je le fais pas assez, mais j'ai fait des freebies du style les 100 conseils pour être un meilleur solopreneur, tu vois. Et j'avais fait des défis aussi où, je sais pas, les 50 conseils de mes invités, le best-of des épisodes, et tu sais, c'est des e-books, des choses comme ça. Donc franchement, la partie recyclage multimédia, elle est infinie. J'avais fait aussi des newsletters défis, challenge 30 jours pour scaler, avec 30 conseils par jour pour scaler. Tout ça, je l'ai repris des idées plus ou moins que j'avais développées dans mes podcasts. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Moi également, j'avais fait un e-book et tout, mais c'est vrai que en fait, c'est tellement riche ce qui se passe dans nos interviews ou ce qui se passe dans nos épisodes que que c'est infini la façon dont on peut recycler le contenu. Et puis, pour ceux qui cherchent des clients, vous pouvez tout simplement faire aussi des cas clients. Et ça, je trouve ça très fort. Vous avez reçu telle personne dans votre podcast qui vous explique, qui vous décortique tel machin. Donc ça, c'est hyper bien parce qu'on associe aussi votre invité à votre travail. Ça crée un effet de halo. On voit aussi votre travail à l'œuvre, votre méthode à l'œuvre. Donc c'est hyper, hyper chouette. Bon, bah écoute Emma, on a vu pas mal de choses pour booster le solo business grâce au podcast. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, un petit défi final ou quelque chose que tu as envie de dire aux solopreneurs qui vont se lancer dans le podcast ou qui vont essayer de l'activer encore plus pour générer du chiffre d'affaires? Ouais, bah et il faut se lancer sans attendre d'être parfait. Je pense que c'est aussi quelque chose parfois qui bloque beaucoup les gens. Moi la première, hein, clairement. Mais voilà, le podcast c'est quelque chose de très perfectionnable.
je sais pas si c'est un mot, mais voilà, qui va se perfectionner au fur et à mesure. D'ailleurs, vous pouvez faire un truc un peu rigolo si vous écoutez, si vous avez un podcast préféré, allez écouter le tout premier et écoutez le tout dernier. Vous allez voir que le gap souvent il est immense en termes de qualité, en termes de prise de son, en termes de peut-être même de technique d'interview. Enfin, vraiment, ça n'a rien à voir et ça fait du bien aussi de se rendre compte que en fait, on a tous commencé quelque part et que si on attend à chaque fois d'être parfait, d'avoir le concept nickel, d'avoir l'invité de rêve, etc., vous allez jamais vous lancer et c'est vraiment dommage parce que tant que vous vous lancez pas, c'est du manque à gagner, quoi. Vraiment. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Allez, moi, j'ai laissé toutes mes archives, donc vous pouvez aller vous faire plaisir, que ce soit sur YouTube, sur le podcast, l'horreur. Et surtout, oubliez pas que c'est pas du temps perdu. C'est du temps qui vous fera vendre plus cher, qui vous fera trouver votre marché plus vite, qui vous rendra meilleur en tant qu'expert, qui vous fera trouver votre méthode signature. Donc allez-y, arrêtez de procrastiner là, votre média, votre podcast, profitez de l'été, de la rentrée pour vous y mettre et puis venez nous voir dans le board si vous avez besoin de soutien moral, affectif, technique ou ce que vous voulez, on sera là. Un grand merci encore Emma d'avoir été avec nous et puis à bientôt les podcasteurs sur d'autres mini-séries du board. Salut tout le monde. À bientôt.